Je vais vous lire une lettre que j'adresse à M. Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le Président, à dessein, je suis allé chercher chez un de mes grands aînés un soutien à la lettre que je vous adresse, mais si je m'autorise à mêler mes mots aux siens, à ceux d'Émile Zola, c'est que l'heure est grave. Me permettez-vous d'abord, dans ma gratitude pour les signes d'amitié que vous m'avez fait il y a quelques jours, d'avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusque-là, puisqu'elle a fait de vous le plus jeune président de la République française, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des tâches. Vous sortirez, je n'en doute pas, des basses calomnies, des luttes sociales, des grèves, en trouvant des accords justes. Vos convictions, votre désir de transformer une France qui s'écroule seront, il faut l'espérer, entendus, et vous saurez reconquérir les cœurs, évitant ainsi sans doute à notre pays, et je l'espère, un raz-de-marée populiste. Vous êtes apparu à Jérusalem il y a quelques jours rayonnants, partageant avec le monde civilisé l'interrogation qui restera éternelle du pourquoi de la Shoah. Vous avez su, là, parler à la communauté française ainsi qu'au peuple du monde avec l'émotion juste et le charme qu'on vous connaît. Mais quelle tache sur votre nom! J'allais dire sur votre règne, Monsieur le Président, que cette abominable affaire d'antisémitisme, de haine du juif. Par exemple, un tribunal a osé dispenser de jugement Kobili Traoré, qui a assassiné Sarah Halimi au cri d'Allah Akbar. Traoré, drogué au cannabis, a été déclaré pénalement irresponsable par la Cour d'appel de Paris, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c'est fini. La France a sur la joue cette souillure. L'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime a pu être commis. Mais puisque les juges ont osé, j'oserai aussi, moi, la vérité, je la dirai. Alors oui, bien sûr, j'accuse la justice d'aveuglement ou pire, de complicité, oui, mais aussi. Vous avez, Monsieur le Président, serré la main du président Rouhani. Et donc, du mauvais Iran, celui où chaque jour les ayatollahs massacrent leur peuple. Vous dites que la France, par votre nom, doit être la France de la conciliation et je l'ajoute à vos propos, vous faites ça pour ça, sans doute, Monsieur le Président. Mais on ne serre pas la main d'un homme qui clame qu'Israël doit être rayé de la carte, que 9 millions de femmes, d'hommes et d'enfants doivent disparaître. Alors j'accuse. Vous avez embrassé Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, le jour des commémorations du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Mahmoud Abbas qui a publié en 1984 un livre, L'autre côté, dans lequel il affirme que les sionistes et les nazis ont été en contact dans le but de faire le plus de victimes juives possible pour convaincre de créer l'État d'Israël, dans lequel il remet en question le nombre de victimes de la véracité des chambres à gaz. Le jour de la libération d'Auschwitz, Monsieur le Président. Alors j'accuse, vous dites, Monsieur le Président, et je vous cite, souviens-toi, n'oublie jamais ce serment au cœur du judaïsme. La République française l'a fait sien. Vous dites, ceux qui nient, relativisent, s'habituent, trouveront toujours face à eux la réponse implacable de notre nation. Mais les Juifs de France ont peur, Monsieur le Président. Ils quittent leur pays. Un tiers d'entre eux se sentent menacés. Presque tous affirment avoir été victimes d'actes antisémites. Et de l'islam radical, pas un mot? Non, pas un mot à Jérusalem, Monsieur le Président, alors que selon un sondage, l'islam radical en est la première cause. Où est l'implacable réponse de notre nation? Alors j'accuse. Ce que j'accuse, Monsieur le Président, islamiste, antisémitisme chrétien, néo-nazis, d'extrême droite, d'extrême gauche, ceux qui viennent des partis politiques comme des banlieues ou des tribunaux, ceux qui insultent, qui frappent et qui tuent, ceux qu'on cache ou qui se cachent sous la menace de la folie, de l'antisionisme, de l'islam intouchable, islamo-gauchiste, révisionniste, journaliste même. Je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale, des esprits qui vivent dans la haine de l'autre, dans la haine de l'humanité qui veut vivre et aimer. Monsieur le Président, c'est le respect et l'amitié que j'ai pour vous qui me font vous crier ces j'accuse. Et je sais qu'en portant ces accusations, je me mets sous le feu des critiques, mais c'est volontaire que je m'expose.
Et l'acte que j'accomplis ici en vous écrivant n'est qu'un moyen pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, Monsieur le Président, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme, alors qu'on ose donc, comme les salauds l'ont fait pour Zola, m'insulter, me condamner. J'attends. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect. Messieurs, bonjour, comment allez-vous? Arié, j'essaie de bien prononcer, hein. Benjamin? Ok. C'est Elnet qui œuvre au renforcement des relations entre l'Europe et Israël. Et Daniel Benjamin, ils sont cousins, je pense, un politique, éditorialiste, journaliste. Et on a à Paris Dominique Régnier. Bonjour Dominique, politologue et homme de politique française. Dominique, est-ce que je suis branché là pour vous entendre? Dominique, le sentiment que vous avez sur ce problème dont je viens de parler dans la lettre que j'adresse au président, sur ce problème de l'antisémitisme en France, quel est le sentiment global que vous avez aujourd'hui? Vous qui venez de faire une étude à ce propos. C'est pas la première étude que je fais à ce sujet, et c'est pour répondre à la question que je fais cette précision. Ça fait quelques années déjà que l'on peut considérer qu'il y a de toute évidence, malheureusement en France, la résurgence de manifestations violentes de l'antisémitisme. Et donc ce sont les avant-postes, en quelque sorte, c'est le signe avant-coureur d'une dégradation, d'une fragilisation, peut-être même d'un délitement. On parle beaucoup de l'antisémitisme parce que c'est vrai que c'est un sujet, Arié, Daniel, qui est un sujet qui nous serre le ventre un petit peu parce que pour moi, c'est toujours un mystère l'antisémitisme. Je ne comprends pas pourquoi il existe. On me l'a expliqué de 1000 façons, mais je ne sais pas pourquoi il est là. Je ne sais pas à quoi ça correspond. 15 ou 16 millions de personnes sur 6 milliards d'êtres humains qui sont tellement détestés par une partie de cette population, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ce que fait le gouvernement français, l'action du gouvernement français, pas seulement sous le règne, j'ai envie de dire, du président Macron, mais avec ce qu'a fait avant lui Hollande et avant lui Sarkozy, est-ce que ça nous a amené là où on est? La situation, elle est effectivement, comme vous le décrivez dans votre lettre ouverte au président de la République, la situation est extrêmement grave, extrêmement préoccupante. Nous sommes là face à une crise qui dure depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et nous ne parlons pas de l'antisémitisme traditionnel, celui que nous connaissions avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant et après. Nous parlons d'une autre forme, d'un nouveau visage de la haine des Juifs et qui a été particulièrement bien exprimé par le président de la République. C'est pourquoi je trouve que vous avez été un petit peu dur avec lui. Nous sommes sortis du déni d'une certaine manière. C'est très important de le dire. Alors peut-être que nous sommes encore dans l'évitement. On ne fait pas exactement tout ce qu'il faudrait faire, voilà. Mais nous sommes sortis du déni. Moi, j'en ai assez des mots. Moi, je veux des actes. C'est-à-dire que je suis fatigué d'entendre, vous savez, je ressors toujours cette blague de Woody Allen. C'est bien de dire le Ku Klux Klan, c'est pas bien. C'est mieux de leur mettre des coups de barre de fer dans la gueule. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Il faut condamner fermement. Il faut parler avec force. Daniel? Je crois qu'on parle avec force, et la France aussi, et les États-Unis, et Israël. Moi, personnellement, j'ai résolu ce problème d'antisémitisme en venant ici. Il n'y a pas d'antisémitisme en Israël. Oui. Non, je veux continuer. Et c'est pas, je prêche pas pour la Aliyah. Je dis que chacun trouve sa solution. Il y a un grand problème avec la haine des Juifs, elle est toujours là. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé. Et d'une certaine façon, c'est Israël et la raison pour laquelle la création d'Israël était pour mettre fin à ce qui se passait autour des Juifs. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, il faut essayer, pas par la loi, pas arrêter ça comme ça, parce que la personne, l'être humain, il a des besoins. Il a besoin de détester aussi.
il y a une haine contre les Juifs qui est presque instinctive. Est-ce qu'on peut vivre avec, ou il faut arrêter de façon brutale et dire non, ne haïssez pas le Juif? Mais non, bien sûr que non, bien sûr que non. Mais Dominique, je reviens vers vous. Est-ce que vous pensez qu'on prend assez que le gouvernement, que la justice, que la police oui, mais que ces grandes institutions sont assez fermes avec ceux... Moi, par exemple, la mort de Madame Halimi, le fait que tout d'un coup on dise qu'un type, parce qu'il a pris un joint, n'est pas antisémite, je pense que c'est une tâche sur la République. C'est une erreur grave. Est-ce que vous pensez que le gouvernement agit assez fort et assez puissamment? Alors, sur l'affaire Sarah Halimi, il y a un problème absolument énorme. Vous avez raison, qu'il faut régler. C'est une décision de justice qui n'emporte pas la volonté du président de la République. D'ailleurs, au cours de son voyage, il a parlé de ce sujet-là en disant qu'il fallait qu'il y ait un procès. Et là, il faut qu'il y ait une action législative ou de justice. J'espère que ça aura lieu. Mais sur la question de savoir si l'État est mobilisé, on a le sentiment que ça n'est pas assez fort. Au-delà, au-delà, excusez-moi Dominique, au-delà de on a le sentiment que, etc., au-delà de ça, ça signifie quoi? Et je m'adresse aussi à vous, messieurs, profondément, qu'un tribunal, que des juges, des hommes et des femmes en conscience, disent qu'un type est irresponsable alors qu'il a jeté une femme juive par la fenêtre en criant à la Akbar. Ça signifie quoi de la République? Non, en fait, c'est une véritable aberration juridique. Moi, je partage évidemment l'impression de scandale autour de la décision. Ça, c'est absolument certain. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Mais il y a une explication qui emporte la décision de ces magistrats qui n'a pas à voir avec l'esprit de la République. Même si la République et l'État français ont des reproches à recevoir sur la manière dont se développe l'antisémitisme en France. Mais sur cette affaire-là, il y a une décision de justice qui est très problématique, aberrante, qui a à voir avec les magistrats qui l'ont décidé, avec peut-être des vides juridiques qu'il faut combler. Mais je dirais que c'est pas par là que je saisirais, moi, les insuffisances que je trouve réelles de l'État français et de l'administration pour lutter contre l'antisémitisme qui augmente, pas simplement dans l'opinion, mais aussi dans les actes violents. Alors je reviens à vous, Arié, oui, vous voulez dire... Oui, trois choses. D'abord, ce n'est pas un déni d'antisémitisme, parce que le paradoxe, c'est que les juges ont dit qu'il y avait antisémitisme. Ils ont retenu le caractère aggravant d'antisémitisme dans l'affaire de Sarah Halimi. C'est clairement indiqué, et le président de la République l'a rappelé. C'est un déni de justice, en revanche, puisque... Ça veut dire quoi, un déni de justice? Un déni de justice, ça veut dire que, de notre point de vue, la justice n'a pas été rendue comme elle aurait dû l'être. La justice, arrêtons avec ces mots. Non, mais Arié, attends, regardez, on se connaît bien. Le déni de justice, ça signifie, c'est trop vague. Moi, je vois des hommes et des femmes qui sont avec des papiers, et qui regardent, qui ont refusé de faire une reconstitution. Je regarde ces hommes et ces femmes, qu'est-ce qu'ils ont en eux? C'est comme le TPI qui dit que tout d'un coup, Israël peut être responsable de crimes contre l'humanité. Je précise ma pensée. Quand je dis déni de justice, ça veut dire qu'à un moment donné, et Dominique Régnier vient de le dire, peut-être qu'il y a un vide juridique, parce que les juges essaient de juger en droit. Ils peuvent se tromper, souvent ils se trompent. Voilà pourquoi il y a des voies de recours et qu'il y aura, je l'espère en tout cas, une cassation. C'est ce que le président de la République a dit en disant nous avons besoin d'un procès dans le dossier de Sarah Halimi. Mais s'il y a un vide juridique, c'est la responsabilité du législateur, dans le cadre d'une démocratie où il y a la séparation des pouvoirs, de combler ce vide. Et je pense que dans l'affaire Sarah Halimi, je dis que c'est un déni de justice. Ça veut dire que le peuple français demande, et c'est très au-delà de la simple communauté juive, demande à ce qu'une situation comme celle-là ne se reproduise plus parce que tout le monde est en danger. Si on peut considérer que quelqu'un qui est drogué, qui est un multirécidiviste, peut tuer quelqu'un en étant déclaré responsable, c'est insupportable. Qui ont décidé de la solution finale en petit comité en Allemagne, on peut dire qu'ils étaient aussi shootés à ce moment-là. Oui, on peut tout dire. Ouais. Évidemment, ils ne l'étaient pas. Et évidemment que Traoré, qui a massacré Sarah Halimi, était totalement responsable de ce dégâts. Parce que s'il n'était pas responsable, comment aurait-on pu retenir le caractère aggravant d'antisémitisme pour exprimer cet antisémitisme-là? Il faut bien être en pleine possession de ses capacités. Bon, non, il y a une contradiction
dans le jugement qui a été rendu par la chambre d'instruction de la Cour d'appel. Et cette contradiction-là, il faut qu'elle soit relevée par la Cour de cassation et il faut qu'il y ait un procès. Et il faut changer la loi. J'ai pas ma réponse. Daniel, peut-être que vous allez me la donner. Les hommes, les femmes qui jugent, moi je suis juge, je vous demanderai tout à l'heure la même chose, Dominique. Moi je suis juge, je vois ça. Quoi qu'on me dise, je dis, mais enfin, vous êtes dingue ou quoi? Il n'y a pas un vice de procédure, il n'y a rien. Il y a un type qui crie Allah Akbar et qui insulte cette pauvre femme et qui la jette par la fenêtre. Il est responsable. Au-delà des textes, au-delà des textes juridiques. Oui, mais Elie, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, mais je ne pense pas qu'il faut juger toute la vie juive en France d'après des incidents antisémites et malgré vraiment les choses terribles, les femmes et les hommes qui meurent à cause d'une haine. Mais je pense que l'histoire juive en France, depuis la Deuxième Guerre mondiale, est une histoire de réussite, une histoire de coexistence extraordinaire. Et mettre tout sur 5 ou 6 ou 7 cas terribles d'antisémitisme et de tuerie à cause de quelques fous. Non, mais Elie. Daniel, non, mais j'adore votre optimisme. Et ça me rappelle cette blague de les juifs optimistes en 40 sont morts et les pessimistes sont aux États-Unis. On est en Israël, aux années 2020. Non, mais je veux pas faire. Je veux pas être alarmiste. Voilà. Je dis, je suis tellement blessé par le sondage que j'ai reçu de Dominique, par le sondage que j'ai reçu de i24 News et d'Eltnet, je suis tellement blessé de lire ce que je lis sur les réactions des Israéliens, des Français. Le seul espoir que j'ai, c'est que, et vous allez me le confirmer, Dominique, c'est que les Français partagent le point de vue de la communauté juive, les Français dans leur ensemble, sur le fait d'aller contre ça. Daniel, pardon, je vous laisse finir. Non, je dis que peut-être je suis optimiste, mais il faut trouver une solution qui n'est pas par la loi, mais qui une certaine façon de parler aux musulmans. Aujourd'hui, cet antisémitisme, il vient de la communauté musulmane et radicale, et trouver une solution. Moi, je pense, Elie, mais ne vous jetez pas sur moi. Non, pas du tout. Je pense que c'est une solution globale, y compris le Moyen-Orient, et Israël, et le conflit israélo-palestinien. Et y compris ce que vous avez dit sur Abou Mazen, et tout le monde est antisémite, ce n'est pas le cas. Nous vivons ici, dans une région qui n'est pas très sympa, pas très gentille. Il faut trouver le moyen de vivre avec ces gens-là. Et moi, je pense que c'est un problème, il faut une solution globale. Il faut que les Arabes, les musulmans, aillent aussi au camp de concentration pour le jour de l'Holocauste. Il faut qu'ils voient ce qui s'est passé. Il faut qu'ils viennent chez nous au jour de la Shoah. Et venir à la Knesset. Et essayer de tendre la main. Mais il y a des allez, musulmans. Non. Il y a des musulmans je vous qui dis, font ça. Elie, je vis ici. J'étais député au Parlement. J'attends un mot. On a des Arabes ici. On a 20% d'Arabes. Mettez-les dans l'affaire. Qu'ils voient ce qui s'est passé au peuple juif pendant des années. Ce côté-là alarmiste des Juifs vient de... Ils ont une histoire sanglante. Et là, il faut essayer de les amener. On les détache. Et je pense que c'est pas seulement ça. Les imams aussi. Les imams qui ont un mot dans les mosquées, aussi au Maroc, en Algérie, en Tunisie, partout. Et de répandre le mot que les Juifs, peut-être qu'ils agissent de la façon, ils sont trop peut-être alarmistes, mais ils ont une raison. Et je pense que la politique israélienne, des fois, elle joue des tournants qui ne sont pas très bien. Et surtout de ce Premier ministre, je suis clair avec vous, je sais que vous avez... Mais je vous dis que c'est... J'entends, Daniel. Il faut tendre la main, je ne sais pas ce qu'il pense, mais c'est une solution globale. Arié, je viens vers vous après. La bonne nouvelle, après ce que vient de dire Daniel, c'est que ce genre de situation a lieu. Il y a eu une très importante délégation de musulmans qui s'est rendue à Auschwitz pour les commémorations du 75e anniversaire. Et d'ailleurs, je crois, à l'invitation de AGC, à la tête de cette délégation, le docteur Mohamed Al-Issa, qui est le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, avec un engagement, une ferveur, avec des propos, mais qui donnent la chair de poule. Donc ce que tu dis, Daniel, c'est en train de se passer. Il y a ce grand mouvement, justement, parce que je pense que le monde arabe et le monde musulman a compris que, finalement, depuis 70 ans, ils font fausse route vis-à-vis d'Israël, qui doit être, avec qui il faut normaliser ses relations, qui doit être intégré au Moyen-Orient, et avec les Juifs qui ont été pestiférés par les musulmans, avec les résultats que l'on connaît aujourd'hui, et qui se retournent d'ailleurs contre les Arabes et les musulmans. Donc moi je suis... Ça fait partie de la solution. Mais évidemment, et tout le monde est d'accord là-dessus. Dominique. Ce que disent vos invités me paraît très juste. Le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale
est allé à Auschwitz. Donc nous avons là des actes qui sont sans précédent. Moi, je l'ai reçu à Paris. Il m'a dit son émotion d'y aller. On a discuté 1 heure. Alors, je sais qu'il y a des calculs, je sais que c'est compliqué, que la politique, c'est jamais exactement ce que ça paraît être. Mais malgré tout, ça a lieu. Et le fait que ça ait lieu est sans précédent et non pas sans conséquence. Ça, c'est un premier point. Ensuite, sur la France, vous l'avez dit vous-même, Élie, il y a dans notre enquête que j'ai menée avec HEC, nous avons fait ça à la Fondation pour l'innovation politique dont je suis le directeur général, et HEC avec Simone Rodan. On a fait ça ensemble. Dans l'enquête, il y a un chiffre qui vous a frappé aussi, je l'ai vu, qui est remarquable. 73% des Français dans leur ensemble considèrent que l'antisémitisme, c'est le problème de la société française dans son ensemble, et pas simplement le problème des Français juifs. Ça, pour moi, je vous assure, très profondément, c'est une très grande nouvelle. Et je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, pour tout vous dire. J'étais plus pessimiste que le sondage sur ce plan-là. Oui, ça arrive vers la fin, et c'est vrai que ça m'a fait du bien aussi quand je l'ai lu. Je voudrais maintenant, on va aborder la deuxième partie de l'émission. On a beaucoup parlé de l'antisémitisme là. On va parler d'Emmanuel Macron et de son voyage en Israël et de ce que ça signifie. Et là, je reviendrai à votre sondage, au sondage Direct 24 News. Ce que signifie la présence du président de la République en Israël et la façon dont il a agi. Et j'aimerais, Dominique, que vous réfléchissiez aussi à ce que, pour nous dire l'impact que sa position va avoir comme résonance sur le peuple, sur la population française. Voilà. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Donc là, on va faire une coupure pour la publicité et on se retrouve juste après. À tout de suite. Daniel Ben-Simon, Aye Ben-Chemoun, Dominique Régnier, Élie Chouraki. On est ensemble pour parler maintenant de la visite du président Macron en Israël. Alors, la question est de savoir, est-ce que l'attitude du président de la République, qui est quand même venu, qui fait son premier voyage en Israël, je me fais vraiment je fais le méchant, qui fait son premier voyage en Israël après pratiquement 2 ans et demi de gouvernance, qui vient au milieu d'une quarantaine de personnalités aussi importantes que Poutine, que des représentants du monde entier, etc., etc., qui, on le sent, essaie de ménager la chèvre le chou, donc va voir Mahmoud Abbas. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que je ne vois pas pourquoi on va voir Mahmoud Abbas alors qu'on fête, malheureusement, non, on ne fête pas, mais on commémore le 75e anniversaire du Chine. Donc est-ce que tout ça n'est pas, justement, et je parle comme ça parce que je le dis, que ça, j'ai de l'estime pour le président Macron. Je pense qu'il est le dernier, un de l'ultime rempart contre le populisme qui peut arriver en France. Mais est-ce que tout ça n'est pas à l'image de la politique française du Quai d'Orsay depuis maintenant des générations, c'est-à-dire qu'on ne fait rien et on ménage la chèvre le chou? Daniel. Il ne voulait pas venir ici. Tant que le processus de paix ne se met pas sur les rails et tant qu'il n'avance pas, et il a compris que Netanyahou n'est pas là pour faire la paix, d'après lui. Et là, il a dit, tant qu'il n'y a pas un progrès, je ne mets pas le pied chez vous. Alors, à mon avis, il ne serait pas venu avant longtemps. Oui, ben il n'est pas. Il est venu pour le. Je fais le pessimiste aujourd'hui. Non, mais je dis qu'il suit la politique de près. Il a eu les conseils de François Hollande et de Sarkozy. Méfie-toi de Netanyahou. Il parle très bien, il a une très belle rhétorique, il est un peu magicien, mais sur le processus de paix, il n'avance pas. Il va en arrière. Il veut tous les territoires. Il veut annexer tout. Et là, je crois que les messages de France envers Israël n'ont pas eu la réponse que la France voulait. Et la raison pour laquelle le président n'a pas mis le pied ici, c'est pour dire que je ne suis pas content. La France joue un rôle. Vous êtes allé vers l'Amérique. Trump, tout est Trump. Le président Trump, restez avec Trump.
Vous connaissez mes relations Je avec... peux comprendre. Ben voilà, alors c'est pour ça qu'il est venu, mais malgré lui. C'est un peu, Daniel, c'est un peu court. Hein. Ça, c'est les Franchement, fantasmes c'est de un la peu gauche court. israélienne qui veut croire à son histoire. Moi, je ne sais pas sur quoi vous fondez et vous basez cette analyse-là. Elle est totalement erronée. Enfin, Laissez, attends, oui, vas-y. moi, je crois connaître un peu la politique française et l'action du président de la République. D'abord, pourquoi n'est-il pas venu plus tôt ? Je rappelle quand même au passage que ça fait plus d'1 an maintenant que la société israélienne est en période électorale. C'est très difficile de faire du bilatéral quand vous n'avez pas en face de vous un gouvernement installé, une situation qui est décantée. Donc le président de la République n'a pas à venir arbitrer les élégances dans un débat politique interne qui n'est pas encore conclu. Mais il vient dans cette cérémonie importante et qu'est-ce qu'il dit en venant ici ? Ce n'est pas une visite bilatérale, c'est une visite officielle, mais pas une visite d'État. C'est important de comprendre la nuance et la différence qu'il y a entre tout cela. Et je vais revenir rapidement pour faire une vraie visite bilatérale. Ce sur quoi je vous rejoins, c'est qu'il n'avait, compte tenu du fait que ce n'était pas une visite bilatérale, aucune raison d'aller voir Mahmoud Abbas, puisqu'il était là pour la commémoration du 75e anniversaire et pour une visite à forte puissance mémorielle. Mais ça, juste d'un mot, il a cédé à la règle du Quai d'Orsay parce qu'il ne peut pas, à mon avis, retourner en une seule fois la table. Emmanuel Macron est disruptif dans sa manière d'aborder un certain nombre de sujets. Et pour le connaître depuis assez longtemps, j'avais évoqué avec lui cette question d'être disruptif aussi sur la manière, sur la diplomatie française. Je crois que ce qu'il a fait dans ce voyage-là est extrêmement important. Et sans monopoliser la parole, je pourrais juste vous donner un exemple. Je crois savoir que c'est la première fois dans une visite officielle d'un président de la République ou d'un Premier ministre en Israël qu'il n'a pas réaffirmer et asséner ce qu'est la position traditionnelle de la France sur la solution à 2 États, les frontières de 1976, Jérusalem, capitale de l'État. Il ne l'a pas dit. Il ne l'a dit ni à sa conférence de presse avec Rivlin, ni lors de sa rencontre avec les Français d'Israël. Et il s'est émancipé de quelque chose qui est solidement ancré dans la diplomatie française et il a franchi une ligne. Il est allé aussi au Kotel, et ça c'est aussi très important, on pourra en dire quelques mots tout à l'heure. Enfin, c'est passé sous silence, on a retenu que le petit scandale de Sainte-Anne qui est tout à fait insignifiant. Mais il est allé au Kotel. Le mont du Temple et aussi... Il y est allé avec l'ambassadeur d'Israël. Pour ceux qui connaissent la diplomatie, savent que lorsque l'on franchit la ligne virtuelle de Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest, on n'y va pas avec l'ambassadeur d'Israël pour bien signifier que la France ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël. Et il y est allé avec l'ambassadeur de France à Tel Aviv qui était présent aux côtés du consul. C'est très important de souligner ces petits détails qui ont une très très forte valeur symbolique. Alors je sais très bien qu'on va me dire oui, mais ce ne sont là que des symboles. Eh bien on commence avec des symboles, on commence avec des paroles et on continue avec des actes. Dominique, comment cette visite, selon vous, a été reçue par la population française ? Écoutez, je pense qu'elle avait une visibilité modérée, je dirais. Hein. C'est certainement pas quelque chose qui a été lu avec autant de finesse qu'on vient de le faire maintenant, que vos invités viennent de le faire. Je trouve d'ailleurs, pour ma part, encore une fois, à juste titre, je pense que l'importance des symboles qui ont été signalés à l'instant, soulignés, de même que la difficulté du contexte politique interne israélien, qu'il a été aussi par l'un de vos 2 invités précédemment, ce sont des éléments qu'il faut absolument faire entrer dans l'analyse pour comprendre ce qui se passe. Je voudrais aussi ajouter, Élie, vous avez, je comprends votre démarche, hein, vous avez dit au départ, je vais être le bad guy. Vous surchargez un peu, bien sûr, pour voir qu'est-ce qu'il y a comme réponse. C'est une bonne méthode. Hein. Mais on ne peut pas oublier, quand on a ce genre de discussion ensemble, que le président de la République, avec ça, moi je ne le connais pas, hein, je ne suis pas un ami, je ne suis pas dans ses équipes, mais quand même, sa majorité, difficile à gouverner, vous le savez, fait adopter un texte législatif sur l'antisionisme.
Absolument. C'est quand même quelque chose qui a été... C'était pas une bataille facile. Elle a été portée avec succès. On a même pensé, pendant que la bataille parlementaire avait lieu, moi je la suivais de près, on a même pensé que peut-être les parlementaires français n'allaient pas être majoritaires pour l'accepter. Dans l'après-midi où ça s'est joué, on suivait ça sur les réseaux sociaux, on était au plus près, on n'a pas été sûr du résultat. Ça s'est bien passé parce qu'il y a mis tout son poids, évidemment. Et ça, c'est pas un petit signe, parce que c'est exactement ce qui nous aidera à dissocier la situation interne israélienne, la politique étrangère israélienne, la politique de voisinage israélien et le sort des Français juifs. Puisque, comme vous le savez, c'est une caractéristique qui, moi, me frappe à chaque instant. Personne ne s'en prend à des bâtiments chinois en raison du traitement que la Chine inflige à ses musulmans. Personne ne s'en prend aux Chinois dans la rue, et c'est heureux, mais on s'en prend à ceux qui sont supposés être juifs ou qui sont juifs, on s'en prend aux synagogues ou au commerce juif lorsque l'on veut critiquer la politique d'Israël en France. Donc là, si on arrive à travailler sur la dissociation de ces deux dimensions, si on arrive à dire, parce que c'est une vérité, ici je peux le dire rapidement, mais c'est une vérité de fond, l'antisionisme est devenu une expression de l'antisémitisme, c'est d'ailleurs ce qui permet d'embarquer l'extrême gauche dans cette opposition à Israël, qui plus largement devient ici en France une des sources de l'antisémitisme, eh bien ça, je trouve que là-dessus, le président Macron a fait quelque chose qui est historique et qui aura son importance. D'accord. Alors, j'entends tout le monde, donc tout le monde est contre moi, donc c'est déjà ça. Donc j'entends tout le monde. Moi, le reproche que je fais, et je persiste et signe, c'est que depuis des années, et depuis que le président Macron est là aussi, je ne vois pas une position claire de la politique française vis-à-vis d'Israël. Et je pense que l'absence de clarté de la politique française vis-à-vis d'Israël crée un terreau qui est néfaste aux Juifs en général et aux Juifs de France en particulier. Arié. Élie, vous avez raison. La position de la Quand France... même. Ah mais non, mais vous avez absolument raison. La position de la France vis-à-vis d'Israël est absolument inacceptable et intenable. Et effectivement, elle nourrit la haine d'Israël, et donc, on le voit bien, la haine des Juifs, c'est ce que disait Dominique Régnier. Cette résolution qui a été adoptée au Parlement, pas simple, le président y a mis son poids, mais plus important encore, il y a effectivement au Parlement français aujourd'hui une très grande majorité de députés qui comprennent ce problème, et le fait que c'est une résolution qui a été adoptée à une large majorité est plutôt satisfaisant. Mais il faut poser le vrai problème, et vous êtes en train de poser le vrai problème. On ne peut pas à la fois dire ce que dit le président de la République et pas changer complètement la manière de faire de la diplomatie française qui ne manque pas une occasion de condamner... Le président de la République et peut-être son gouvernement, et de l'autre côté le Quai d'Orsay qui se tire. Alors, nous sommes d'accord, et c'est là où il se passe des choses très importantes. Et je crois qu'il faut éclairer nos auditeurs et nos téléspectateurs sur ce qui est en train de se passer. Il n'a échappé à personne que le président de la République a nommé un nouvel ambassadeur en Israël, en la personne d'Éric Danon, qui depuis 4 mois fait un travail juste incroyable, des choses que nous n'avions pas vues ces 40 ou 50 dernières années. Et la situation est en train d'évoluer, et on le voit dans le comportement du président de la République lors de sa visite ici en Israël. Il n'a pas hésité une seule seconde à dire tout d'abord que ceux qui sont dans la négation d'Israël sont des antisémites. Il n'a pas fait de circonvolution. Donc à qui il s'adresse ? Il s'adresse à tous les BDS, à tous les islamistes, aux Palestiniens eux-mêmes, aux Iraniens, à tous ceux qui, niant l'État d'Israël, niant sa légitimité ou son existence, sont clairement des antisémites. Et puis, il a voulu manifester par sa présence au Kotel ce lien inaltérable, inépuisable, éternel entre le peuple juif et la terre d'Israël. C'est un message lancé à tous ceux qui participent de ce combat pour la délégitimation d'Israël. Écoutez, ce qui s'est passé ces 3 derniers jours à Jérusalem, que ce soit avec le sommet d'Yad Vashem ou avec la présence du président de la République et ce qu'il a pu dire de manière extrêmement forte, est tout simplement, et je ne gâche pas mon plaisir, c'est tout simplement historique. Alors on va me dire, des mots, des symboles, oui, mais on commence avec des mots, on commence avec des symboles, et puis maintenant il faut passer à la deuxième phase. Je pense que le président de la République, et vous l'avez dit Élie, c'est peut-être le dernier rempart avant le chaos final, si j'ose dire, et pas simplement pour la France, mais également pour l'Europe. Le président de la République a conscience que ce qui est en train de se jouer est historique au-delà des Juifs et d'Israël
pour la France. Et ce qu'il est en train de faire, c'est autant pour les Français, plus pour la France que pour le Moyen-Orient, pour Israël ou pour les Juifs. Donc moi je crois qu'il a ce potentiel. Alors il faut lui tenir un discours de vérité, ne pas participer de ce mouvement des turiféraires, il faut l'aider. Et donc il faut lui dire la vérité. Donc lui dire les choses. Oui. Je ne pense pas qu'on doive serrer la main d'un ayatollah qui condamne Israël tous les matins au petit déjeuner. Je ne pense pas qu'il faille embrasser... Vous pensez que quelqu'un autour de cette table est contre ce que vous dites ? Non, mais on parle de symboles. Je me tourne vers vous, Daniel, on parle de symboles. Mais vous vous rendez compte de voir cette main tendue du président de la France avec l'ayatollah qui... C'est vrai, c'est une photo qui fait Moi, mal. ça me fait trembler. Oui. Mais le côté de la question qui a été posée sur la politique française envers Israël. Est-ce que vous savez quelle est la politique israélienne envers Israël? Est-ce qu'on va vers 2 États ou un État? Est-ce que vous avez la réponse? Mais personne ne sait. Est-ce que c'est possible de mener un État sans une vision? Quelle est la politique israélienne envers nos voisins? J'étais en face de Netanyahou quand il a dit il y aura 2 États. À Bar-Ilan, l'université. J'étais à 2 mètres de lui, j'étais député au Parlement. Il m'a dit répands le message partout. On est pour 2 États. Ah oui. Qu'est-ce qui a changé? Eh ben, on ne sait pas aujourd'hui, personne ne sait. Mais si, moi je sais ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Alors je sais que la société israélienne est toujours dédiée à cette idée qu'il faut trouver... Mais la politique israélienne, y compris celle du Premier ministre, mais ce n'est pas tellement le sujet du jour. Non, je dis que la France, elle reflète une certaine incompréhension sur la vision de... Non, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un balagan, comme on dit ici, oui, dans la politique israélienne. On n'a pas de gouvernement où on a un Premier ministre et un autre. Il y a 2 premiers ministres potentiels qui vont voir le président aux États-Unis. C'est vrai que c'est un peu le bordel. Mais il n'empêche que ça, c'est la politique israélienne. Moi, ce dont je veux parler, Dominique, c'est la politique française vis-à-vis d'Israël. Et j'ai pas eu de réponse sur le terreau que crée ce flou artistique depuis des décennies de la politique française vis-à-vis d'Israël et des Juifs. Il y a certainement, alors, comme vous le savez parfaitement tous, la France est ce pays d'Europe et un des rares au monde, ça fait un point commun supplémentaire avec Israël, si je puis dire, mais c'est ce pays d'Europe où il y a au sein de la communauté nationale, on va dire 2 communautés qui sont d'importance non pas égale, les Juifs mais qui ont et les une musulmans. importance considérable. Absolument. Et donc, c'est une espèce d'évidence, compte tenu du poids démographique des musulmans, compte tenu de l'histoire française, c'est une sorte d'évidence que la politique diplomatique française est travaillée par cette situation intérieure, est travaillée par cette histoire, et donc est une histoire d'équilibrisme, un peu pourrait-on dire. Hein. Ça, c'est une forme d'évidence. Mais c'est aussi parce que je le crois en tout cas, si nous n'arrivons pas, depuis la France, à avoir une politique comprise partout en France, telle qu'elle est déployée dans la région en général, avec Israël en particulier, nous n'arrivons pas à sortir de ce débat où à chaque fois qu'il y a quelque chose à dire sur la politique israélienne, ce qui est bien naturel et les Israéliens le font beaucoup eux-mêmes, c'est une démocratie, eh bien en France, on voit se lever sur ce motif-là une opposition qui n'est pas de type politique, qui est beaucoup plus grave et qui va de l'antisionisme à l'antisémitisme. Bravo. Et qui comprend C'est ce que d'ailleurs je les voulais deux. entendre. Bravo. Et donc c'est une espèce de difficulté interne. Mais c'est une difficulté qui est contre-productive. Je pense, je vous donne mon sentiment, qu'aujourd'hui, la position de la France serait plus claire vis-à-vis de l'Iran. Elle serait plus claire vis-à-vis de la Palestine, de Mahmoud Abbas, du Hamas, du Hezbollah, des Irakiens, de la Syrie. Les choses seraient plus claires. On dirait, voilà, nous avons l'Europe qui veut ça de telle façon. Nous refusons cette chose et cette chose. Je ne me permets pas de parler à la place du président, mais une politique qui soit claire, qui ne donne pas l'impression d'être constamment sur des sables mouvants, je pense que ça ferait reculer ce problème de l'antisémitisme et ce problème même de l'anti-islamisme. Daniel. C'est la politique envers l'Iran menée par Israël et les États-Unis
a eu une réussite extraordinaire. Je crois que c'est le monde entier, et même la France, elle comprend quelle est la gravité du problème nucléaire, des ayatollahs. Et là, je crois que il faut à Netanyahou, il faut dire qu'il fait de temps en temps des belles choses. Et ça a réussi sur le côté iranien. Je parle en tant qu'Israélien maintenant, ok. C'est-à-dire que dans le contexte israélien, la lutte contre l'Iran continue et il a eu un impact extraordinaire mondial. C'est-à-dire que... Donc, Daniel, pour bien préciser, vous dites que la politique américaine, Trump, à côté de la politique israélienne, donc Netanyahou et Gantz peut-être plus tard, est une bonne chose pour l'état du monde. Absolument. D'accord. C'est un problème universel. Alors pourquoi est-ce que les Français, pourquoi est-ce que les Allemands, pourquoi est-ce que tous les Européens, pourquoi est-ce que je ne parle pas même des pays nordiques, pourquoi est-ce qu'on nous crache dessus? Pourquoi est-ce qu'on crache dessus à ces initiatives qui sont des initiatives positives? Je crois qu'il faut quand même revenir sur les fondements. On parle de l'Iran et du nucléaire iranien. N'oubliez pas une chose, lorsqu'il y avait la négociation du JCPOA qui s'est traduit par cet accord qui a été signé en juillet 2015, les Européens, les Français en tête, étaient totalement opposés à cet accord. C'est Barack Obama qui leur a tordu le bras, qui les a contraints à signer un texte qui n'était pas suffisamment costaud pour empêcher les Iraniens d'aller, le moment venu, vers la bombe atomique. Alors aujourd'hui, les Européens, très formalistes, s'attachent à un accord qui a été signé. Mais regardez ce que dit le président de la République. Il a pris des positions, et les Européens aussi, extrêmement claires sur le nucléaire iranien. Cela étant dit, vous avez raison. Il y a un dicton français qui dit « Qui veut dîner avec le diable doit se munir d'une longue cuillère ». Ce n'est pas acceptable de voir le président de la République serrer la main de Rouhani. Bien sûr qu'en diplomatie, il faut parler avec tout le monde. Si on veut faire avancer un sujet, il faut qu'on se parle. Les gens se parlent, mais il y a des canaux qu'on peut utiliser pour parler avec les gens qui ne sont pas fréquentables. Et le fait est que cette exposition de la France en direct avec Rouhani ou avec le ministre des Affaires étrangères donc en petite chemise... J'entends Daniel qui me dit le président français n'est pas venu en Israël parce que le processus de paix n'avance pas, et je n'entends pas Daniel me dire... En revanche, il est allé voir les ayatollahs, parce que là, vraiment, ça avance très bien. Non, mais ça, incontestablement, ce que dit Daniel s'agissant du président de la République et du processus de paix, de mon point de vue, non, il a peut-être les raisons de penser ce qu'il pense, de mon point de vue, ça n'est pas vrai, et je pense qu'il y a d'autres considérations qui entrent en ligne de compte, Daniel, hein. qui entrent en ligne de compte, mais il a le droit de penser comme il pense, et je pense tout à fait, bien sûr, mais bon, je pense tout à fait autrement. Je pense que le président de la République est venu en Israël maintenant, il a rencontré Netanyahou, il a rencontré Benny Gantz, qui d'ailleurs, tous les deux sur la question de l'Iran, sont exactement sur la même ligne. Dans une tribune publiée vendredi par Le Figaro, Benny Gantz dit clairement, et le dit encore avec beaucoup plus de force que Netanyahou, en disant « Les Iraniens n'auront pas la bombe atomique, nous avons les moyens militaires et nous les mettrons en œuvre si nécessaire ». Donc, je crois que sur ce point-là, il n'y a pas de dissension. Mais j'ai pas parlé des 1600 roquettes qui sont tombées sur Israël l'année dernière. Hein. J'en ai pas encore parlé. Ou c'est comme si, vous imaginez, Dominique, vous qui habitez Paris, vous imaginez que 1600 roquettes tombent sur la France d'un pays frontalier et que tout le monde dise il faut faire attention à avoir une réponse mesurée. Vous imaginez bien ça, oui, Daniel? Je veux vous dire, je veux être un peu... Bon, le vocabulaire français n'est pas assez riche pour vous dire Si, ce que si, je pense il est sur le très problème. riche. Parce que le problème de Gaza, Israël peut effacer Gaza en 2 minutes. Il y aura plus de 2 millions de personnes vont disparaître et le territoire aussi. Mais Israël ne fait pas ça. Mais non, mais et bien avec sûr. juste raison, Bien ne fait pas sûr. ça. Non, il faut voir. C'est complexe. C'est complexe. On va vivre avec ces gens-là toute notre vie. Nous, on vit ici, Elie. Ramallah est à 10 minutes de Jérusalem. Je sais, j'y suis allé souvent. Ben voilà, il faut voir que c'est nos voisins. Oui. Il faut un dialogue, il faut garder l'option du dialogue. Sinon, c'est la fin. Et là, je crois, avec tout le monde, et les Européens sont plus pour le dialogue. Mes amis, nous sommes des sémites. Nous savons ce qu'est une conversation entre sémites. C'est une conversation où il faut quand même être un peu dur et un peu sec. Et pas faire de la diplomatie de supermarché. Et sur le plan militaire, Israël est une puissance mondiale. La question, c'est la 4e ou la 5e puissance mondiale. C'est-à-dire c'est un pays qui peut se permettre d'être un peu généreux avec nos voisins et aussi dur quand il faut. C'est une puissance mondiale. Les chiffres sont incroyables. Et là, pour vous dire qu'Israël peut se permettre de temps en temps de recevoir une requête et de ne pas répondre, comme a fait Ariel Sharon. 1500, pas une. Mais je dis que c'est nos voisins.
il faut trouver le moyen de les intégrer dans un langage différent. C'est bien ce que font les Israéliens. Ben voilà, mais ils reçoivent des pluies de roquettes et ils ont une messieurs. réaction qui n'est pas proportionnée, Mais- qui est mais- disproportionnée à l'envers. Mais évidemment, mais c'est presque Dominique, contre-productif de ne pas réagir à ce niveau-là. Quand Israël reçoit 1600 requêtes ou 1500 requêtes en un an, une année, on peut s'imaginer ce que ça représente pour les gens qui sont à la frontière et qui sont près de la bande de Gaza. C'est une horreur absolue. Comment réagissent les Français? Est-ce qu'ils l'acceptent? Est-ce qu'ils sont assez devenus dans une bulle qui les protège d'un jugement pour accepter ça? Non, il n'y a pas d'acceptation, Élie. Non. Évidemment, les Français, dans leur généralité, ont du mal à comprendre des situations qui sont complexes. Hein. On le voit encore dans cette discussion que nous avons ensemble. Mais ce fait-là n'est pas accepté du tout. Et je voudrais ajouter, Élie, parce que c'est très important, que l'opinion des Français change. Comme vous le savez, on a fait, d'ailleurs, j'y fais référence, tout ça c'est gratuit sur le site de la Fondation, je n'ai pas de livre à proposer, mais on a fait une étude sur les attentats islamistes dans le monde depuis 1979. On a fait un recensement. La France est le pays d'Europe le plus touché. Et depuis 2013 en particulier. Il y a eu des centaines de victimes. La France change et l'islamisation, qui n'était pas une donnée si ancienne que cela, l'islamisation du problème, la montée d'une revendication islamiste à l'intérieur de la revendication arabe ou palestinienne a modifié la donne, évidemment localement, mais aussi dans la perception que nous en avons ici en France. Et c'est quelque chose qui fait qu'il y a, à mon avis, c'est une des explications, à mon avis, du... C'est-à-dire qu'il y a une inquiétude qui est partagée. L'inquiétude est partagée. L'inquiétude est Il y partagée. a une compréhension qui se fait. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez 73% des Français qui considèrent que l'antisémitisme, c'est le problème de la société française en général. On voit qu'il y a une sorte de convergence à travers cette mutation, cette transformation d'un nationalisme de type arabe ou palestinien qui a été comme dévoré, comme dépassé par son islamisation. Et d'ailleurs, le rôle, vous le savez bien, de l'Iran est très important dans cette mutation. Et ça change aussi la perception que nous en avons. Et l'expérience française de la violence antisémite, je veux rappeler ici, Élie, parce que ce serait une faute de ne pas le rappeler, en France, depuis 2006, il y a eu 13 personnes assassinées parce que juives. Pas molestées dans la rue, assassinées parce que juives. Ça a traumatisé nos compatriotes. Aux Aratora, c'est la première fois depuis Vichy que des enfants sont assassinés parce que juifs. En France, c'est la première fois depuis Vichy. Donc c'est quelque chose qui travaille profondément la société française et qui nous aide à avancer dans une espèce de compréhension. Et là-dessus, je veux juste dire, je termine là-dessus, Élie, je ne peux pas être trop long, mais là-dessus, je trouve qu'il y a deux choses très vite, mais le président français me semble malgré tout mener une politique qui, dans cette combinaison du domestique et de l'international, n'est pas si déséquilibrée que cela et n'est pas si dénuée d'intelligence que cela. Et d'autre part, et c'est ma remarque importante, d'autre part, je nous invite collectivement à bien distinguer l'état d'avancement du processus de paix qui en effet est complètement encalminé et qui doit avancer, mais il faut distinguer ceci de la question de l'antisémitisme, parce que si nous associons les deux, nous faisons exactement ce que font les antisionistes. Merci Dominique. Messieurs, il nous reste une minute. Est-ce que vous voulez dire un mot pour conclure, Arié? Le mot pour conclure, en faisant ensuite avec ce que vient de dire Dominique Régnier, c'est qu'il y a 13 personnes juives en France qui ont été assassinées parce qu'ils sont juifs, mais par les mêmes qui ont assassiné des centaines de Français simplement parce qu'ils sont Français. Il ne faut pas oublier que l'antisémitisme que nous vivons aujourd'hui en France est indissociable de cette menace qui pèse sur toute la société, et c'est l'islamisme. Daniel. Je voulais dire que je suis d'accord, c'est bien entendu, mais ajouter un mot d'optimisme, il faut faire la paix aussi avec l'Iran. Merci, je ne sais pas où je suis là, merci, à dimanche. Et j'espère que le président de la République française entendra cette émission et peut-être qu'il nous fera un petit signe pour nous répondre. À dimanche.